nous accueillons aujourd'hui pour la seconde fois David Zerbib, qui est professeur de finances durables à l'INSAE et chercheur au CREST. En février dernier, dans un premier webinaire qui est disponible sur le site de l'Institut en replay, il nous a présenté ses travaux sur une amélioration du CAPM pour tenir compte des actifs durables. Et aujourd'hui, il va nous présenter un second article écrit en collaboration avec Tiziano De Angelis et Peter Tankoff sur l'influence des investissements verts sur la politique de dividendes des entreprises. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et David vous répondra à la fin de son intervention. Voilà, David, c'est à toi. Merci beaucoup, Claire. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Alors, je vais vous présenter un papier qui s'appelle Climate Impact Investing, qui a été publié l'année dernière et dont on a commencé l'écriture il y a, je dirais, bien 5 ans. Donc, la littérature a quelque peu avancé depuis, mais les résultats restent d'actualité. Il a été publié l'année dernière dans le journal qui s'appelle Management Science. C'est coécrit avec Peter Tankoff au CREST et Tiziano De Angelis qui est à Turin. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai soit d'y répondre en direct, soit à la fin. Alors, pour commencer cette présentation, j'aimerais commencer par une motivation. Et la première motivation, c'est la suivante. C'est le constat que l'investissement vert ou l'investissement durable a cru de ces dernières années, sensiblement. Mais par ailleurs, que cet investissement vert qui a cru concerne principalement des fonds ou des actifs qu'on qualifie de verts au sens où ils n'ont pas vocation principalement à avoir de l'impact. Autrement dit, la majorité des fonds verts qui ont été montés ces dernières années sont des fonds qui ont vocation à réorienter les capitaux vers des actifs qu'on qualifie de verts, quelle que soit la métrique utilisée. Et ce qu'on constate, alors évidemment ça s'arrête en 2018 puisque le papier a été commencé en 2019, mais ce qu'on constate c'est que cette croissance des fonds verts s'est retrouvée concomitante d'une décroissance de l'intensité carbone des entreprises. Alors ça c'est en particulier aux États-Unis. On observe donc la part des fonds durables. Alors évidemment, on peut définir de différentes manières les fonds durables, mais en tout cas, selon une définition que nous avons prise, elle a cru de 18% à 26% sur la période, et l'intensité carbone a décru de l'ordre de 140 kilotonnes de CO2, équivalent CO2 par million de dollars de revenus en moyenne en 2014, pour descendre jusqu'à 100 tonnes d'équivalent CO2 par million de dollars de revenus. Donc la question qui se pose naturellement, c'est alors finalement, lorsque les investisseurs verts augmentent, est-ce que ça se traduit par une baisse de l'empreinte carbone? Autrement dit, est-ce qu'il y a naturellement un lien de cause à effet entre l'augmentation d'investissement vert et la baisse de l'empreinte carbone des entreprises? Donc, est-ce qu'il y a naturellement un impact? Ou est-ce que finalement, c'est simplement une forme de corrélation que l'on capture avec ce graphique naturel? La deuxième motivation consiste à dire, voilà, on sait déjà des choses sur l'investissement d'impact. Le premier papier, qui était un papier extrêmement novateur, puisqu'il est apparu il y a plus de 20 ans, qui a été écrit par Heinkel, Krauss et Zechner en 2001, explique comment, en fait, les entreprises peuvent être incitées à se verdir, à verdir leurs pratiques, lorsque il y a un groupe d'investisseurs qui exclut les entreprises les plus polluantes de leur périmètre d'investissement. En effet, en excluant ces entreprises-là, ils vont croître leur coût du capital et incitent les entreprises à se verdir. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été montré par Heinkel, Krauss et Zechner. Et puis on sait d'autres choses. Il y a d'autres papiers qui nous disent que voilà, si on veut maximiser l'impact, on a envie de faire autre chose qu'investir sur du vert. Notamment, une des principales leçons qu'on retient de cette littérature, c'est qu'on a envie, en tant qu'investisseur, de ne pas prendre en compte uniquement ses investissements, donc l'allocation de son fonds, mais de prendre en compte l'ensemble des investissements qui ont été faits par les investisseurs de l'économie. Et en particulier, identifier, donc un exemple concret, il vaut mieux acheter les actions d'une entreprise qui est notée 75 sur 100 en termes de note environnementale, pour caricaturer et simplifier, plutôt qu'acheter les actions d'une entreprise qui est notée 80 ou 85 sur 100 en termes de note environnementale, mais qui est déjà largement achetée, largement financée par d'autres investisseurs. Donc en fait, ce que nous disent certains papiers, c'est qu'on a envie d'internaliser l'ensemble des pratiques de l'ensemble des investisseurs de l'économie pour faire son choix marginal d'investissement, plutôt que de le faire à l'échelle de son portefeuille. Autrement dit, on a envie de verdir l'économie et pas uniquement de verdir son portefeuille. Alors, avoir un impact, ça peut vouloir dire plein de choses. C'est pas uniquement prendre en compte l'ensemble des investissements de l'économie, ça peut vouloir dire aussi maximiser, ou en tout cas surpondérer les actifs des entreprises dont on pense que l'amélioration
va être importante dans le futur, donc peut-être acheter des entreprises brunes dont la dynamique de verdissement sera importante aussi. Ça, c'est ce que nous dit, Edmonds. Je crois que je ne le cite pas ici, mais j'aurais dû. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Également, prioriser des actifs pour lesquels dont les entreprises ont des difficultés à se financer dans l'économie. Ça, c'est ce que nous disent Landy et Lowe. Voilà. Bon, quelques résultats qui nous disent qu'en fait, on peut avoir des conditions pour maximiser l'impact et qu'on sait que lorsqu'il y a des investisseurs verts, ça pousse les entreprises à se verdir. OK. Enfin, il y a quand même plein de choses qu'on ne sait pas et c'est ce à quoi cet article va s'atteler à répondre. Enfin, pour poursuivre sur cette deuxième motivation, voilà, on ne sait pas à quel horizon et quelle forme d'incitation l'investissement vert crée. On ne sait pas notamment la dynamique de l'investissement vert sur le changement des pratiques des entreprises. Le deuxième point, on sait que les gouvernements et les politiques publiques sont de plus en plus, créent de plus en plus de réglementations environnementales strictes, soit à l'échelle nationale ou à l'échelle communautaire. On sait également que les technologies en lien avec le climat, l'innovation continue de croître, et on sait également que les externalités climatiques futures sont incertaines et non gaussiennes. Eh bien, une question qui se pose ici aussi, c'est la deuxième que je pose ici, c'est comment est-ce que cet impact environnemental va changer lorsque les investisseurs vont internaliser des réglementations climatiques plus strictes, des innovations technologiques à venir et une incertitude sur les externalités climatiques. Voilà, c'est un peu les grandes questions qu'on va poser pour poursuivre un petit peu notre compréhension des mécanismes d'impact qui ont été mis en évidence par la littérature précédente. Alors, quelle est l'approche principale? On a un point de départ qui est en fait les modèles d'asset pricing dynamique avec croyances hétérogènes. Voilà, et on va en fait appliquer ces modèles-là euh, euh, à l'impact financier des externalités climatiques d'entreprise. Autrement dit, on sait qu'il va y avoir un risque environnemental futur. On prend en compte ce risque environnemental. Certains investisseurs prennent en compte ce risque environnemental futur et donc ils l'intègrent. Donc ils ont des croyances différentes que d'autres investisseurs qui ne le prennent pas en compte. Et à ceci que je viens d'évoquer, on va ajouter d'autres ingrédients. On va ajouter un jeu à somme non nulle dans lequel les entreprises choisissent leurs émissions optimales de gaz à effet de serre, et en particulier non pas leurs émissions, mais leur trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre, et vont pouvoir décider de réduire leurs émissions, donc leur trajectoire d'émissions, mais ceci a un coût. Euh, on va aussi rendre les externalités climatiques futures et les risques environnementaux futurs stochastiques et non gaussiens. Et puis on va enfin estimer le résultat d'équilibre pour voir si notre conclusion, entre guillemets, théorique se reflète dans les données. Alors, une synthèse rapide des principaux résultats. Le premier résultat, c'est qu'en fait, lorsque vous avez un groupe d'investisseurs verts, leur existence même conduit à accroître le coût du capital des entreprises les plus polluantes, en particulier sur le long terme, et en conséquence, pousse ces entreprises-là à se verdir. Enfin, pardon, excusez-moi, pousse l'ensemble des entreprises à se verdir, puisque toutes les entreprises font face à cette menace d'augmentation du coût du capital si elles se brunissent, entre guillemets. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que cet impact, puisque c'est comme ça qu'on le définit, cet impact va s'accroître avec la proportion de richesse des investisseurs verts ou l'exigence des investisseurs verts. Et à travers exigence, en fait, on fait référence à la manière avec laquelle les investisseurs verts internalisent l'impact financier de l'empreinte environnementale des entreprises. Donc, si les investisseurs pensent que être polluant, être brun, va avoir un très fort impact sur les rendements financiers, eh bien, les entreprises vont être incitées à se verdir d'autant plus, puisque ces investisseurs-là vont accroître d'autant plus le coût du capital des entreprises brunes. La troisième conclusion, c'est que lorsque les investisseurs anticipent une réglementation environnementale future ou des innovations technologiques futures, eh bien, ils transmettent une incitation complémentaire aux entreprises pour se verdir, puisqu'ils poussent encore plus à la hausse le coût du capital des entreprises les plus polluantes ou les plus émettrices de gaz à effet de serre. Et enfin, on montre que l'incertitude va avoir un impact sur les pratiques des entreprises, puisqu'en fait, l'incertitude va décroître l'impact des investisseurs sur l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh,
lorsque les investisseurs ont une incertitude sur le risque climatique futur, les investisseurs verts en particulier, eh bien, ils vont réduire leur polarisation, vont réduire la polarisation de leur portefeuille vers les actifs verts. Autrement dit, ils vont réacheter un peu plus d'actifs bruns. Et en faisant, à cause de l'incertitude liée aux risques environnementaux futurs, donc ils vont un peu réduire leur pari climatique. Et ce faisant, ils vont réduire la pression sur le coût du capital des entreprises et réduire donc l'impact sur les entreprises puisqu'elles vont être incitées à moins se verdir. Voilà. Sur le plan empirique, nous vérifions que nos conclusions théoriques ont du sens. En restant très modeste, on ne va pas dire qu'on confirme nos résultats, mais qu'on trouve des éléments empiriques qui suggèrent que nos conclusions théoriques ont du sens. En particulier, on montre que lorsque la fraction d'actifs gérés par les investisseurs verts double, eh bien, l'empreinte carbone des entreprises va baisser. En revanche, cette baisse est très faible, puisqu'elle est de l'ordre de 5% par an. Donc on voit un doublement de richesse des investisseurs verts, c'est quelque chose qui est très gros. Si aujourd'hui on est à 15%, par exemple, on passe de 15 à 30%, c'est une augmentation sensible. Et pour autant, ça ne représente qu'une baisse de 5% sur une année. Donc ça reste faible. Puis le deuxième point, c'est qu'on montre aussi que l'incertitude par rapport au risque climatique, lorsqu'elle augmente, et en particulier lorsqu'elle double, eh bien, ça pousse les entreprises à augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre, en particulier leur intensité carbone, de l'ordre de 6 à 7%. Voilà. Donc, en conclusion, les investisseurs verts peuvent aligner leur portefeuille avec une trajectoire de degrés, mais ils n'alignent pas nécessairement leur allocation, ils n'alignent pas nécessairement l'économie avec une trajectoire de degrés, puisqu'on se rend compte que cet impact qu'ils vont avoir en verdissant le portefeuille est trop faible, notamment parce que vous avez en tête certainement qu'on doit avoir une trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 8 à 9% par an pour atteindre les émissions net zéro à horizon 2050. Et donc, ça suggère, en conclusion, que les investisseurs doivent envisager un changement assez radical de pratique pour avoir de l'impact. Et ce changement radical de pratique, il peut passer par probablement de l'engagement actionnarial ambitieux ou des pratiques d'investissement différentes qui consistent à aller au-delà de soutenir les entreprises vertes. Voilà. Alors, ça c'est en pratique, on a fini le papier d'un point de vue message. Et donc là, je vais vous dérouler avec vous le papier pour aller étape par étape à travers le raisonnement et vous conduire à la même conclusion que l'on vient d'évoquer maintenant. Donc, le marché, on considère un marché complet et sans arbitrage avec N actifs qui représentent en fait N entreprises et un taux sans risque qu'on considère à zéro sans perte ici de généralité. Donc, à l'instant initial, les entreprises choisissent leur business plan entre l'instant 0 et l'instant grand T, qui est l'instant final. Ça peut être 10 ans, par exemple, ou 20 ans. Et à travers ce business plan, eh bien, sont associées des émissions de gaz à effet de serre, qu'on appelle PSIT. Donc, en fait, PSIT correspond aux émissions futures qu'on connaît à l'instant initial des entreprises, l'ensemble des entreprises, hein, c'est un vecteur PSI, qui reflète donc l'évolution du business plan sur cet horizon grand T. Et puis, les entreprises vont avoir un coût marginal d'abattement de leurs émissions qui va être petit CT. Et ce coût marginal, il faut le voir comme un running cost, un coût qu'on paye en permanence, en fait, par rapport à des émissions baseline qu'on appelle PSIB. Donc, en fait, on le voit très bien ici, chaque stock, chaque actif I sur les N actifs, en fait, on le représente comme une claim, une requête, un droit sur un dividende final, donc dégranté, qui va être payé à l'horizon T. Donc, on n'a qu'un seul flux qui est payé à l'horizon grand T. Et ce flux dégranté, en fait, dans la littérature standard, il est modélisé comme une constante, plus l'intégrale entre 0 et grand T de sigma dBT. Qu'est-ce que c'est sigma dBT? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la séquence de cash flow news, de nouvelles liées au cash flow, qui peut être positive ou négative. Voilà, on a toute cette séquence de nouvelles financières. Et lorsqu'on somme toutes ces nouvelles financières, eh bien, ça reflète le dividende futur que l'on va obtenir, plus une constante qui est ici. Sauf que nous, ce qu'on rajoute ici, on rajoute un coût de réforme qui est connu initialement et qui correspond en fait à la trajectoire psi-t que les entreprises vont choisir à l'instant initial par rapport à psi-b qui est un niveau initial baseline. Et donc, cette trajectoire-là, à chaque instant, elle va coûter un coût CT. Vous pouvez le voir comme un coût de refonte d'un parc industriel qui est lissé. Vous pouvez le voir comme des coûts d'entretien. On peut le voir de plein de manières différentes. Voilà. Donc ça, c'est dégranté. C'est ce que je vais toucher sur mes entreprises. Toutes les news financières, plus le coût de réforme si je décide de réformer mes émissions et de passer de psi-b à psi-t.
Voilà. Alors, on a aussi une anticipation sur les dividendes qu'on appelle D petit t, et qui est en fait l'espérance conditionnelle de ce dividende futur par rapport au set d'informations à l'instant t, hein, ft ici. Et qu'est-ce que c'est ce D petit t? Ben, c'est finalement D0 plus la somme des informations entre l'instant initial et aujourd'hui des cash flow news. C'est la meilleure prédiction que je peux faire du dividende final à l'instant petit t. Voilà, sous la probabilité de référence. Donc ça, c'est pour le marché. Et puis, on a des investisseurs qui ont des croyances hétérogènes. Vous avez des investisseurs qu'on appelle standards. Alors, j'ai une question qui me dit, qu'est-ce que vous entendez par actif brun? Alors, actif brun, donc là, je l'ai dit de manière un peu grossière, mais en réalité, en fait, les actifs bruns vont être les actifs qui auront des intensités carbone élevées, donc des psy ici élevés. Donc, quand j'ai un psy élevé, je suis brun. Quand j'ai un psy qui est petit, je suis plutôt vert. Donc, on a deux types d'investisseurs, des investisseurs standards et des investisseurs verts. Et en fait, ces investisseurs-là ont des attentes différentes sur les cash flows financiers futurs attendus. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils euh, qu'ils discountent leurs dividendes futurs sous deux probabilités différentes. Donc, l'investisseur régulier ou standard va discounter les dividendes futurs avec la probabilité PR. Et donc, en fait, sa meilleure anticipation de dégranter, ce sera DT, celle qu'on a vue juste avant, celle-ci. En revanche, l'investisseur green va discounter ses cash flows futurs sur la probabilité PG. Donc ça, c'est pas une hypothèse, c'est un résultat, mais je vous passe les détails. En réalité, on montre que sa meilleure anticipation, c'est D petit t, plus la somme entre aujourd'hui et la date finale de θ psi. Θ psi, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'impact financier, θ, de l'intensité carbone future, psi. Donc en fait, quand psi est élevé, donc θ est décroissant, effectivement, quand psi est élevé, eh ben, on aura ici un impact qui va être soit petit, soit même négatif, puisque ça va me coûter de l'argent, ça va impacter négativement mon dividende d'investir sur une entreprise brune. En revanche, lorsque psi est faible, eh bien, ça va être positif, puisque je vais bénéficier d'investir sur une entreprise verte, en tout cas par rapport à ses concurrents. Voilà, donc psi, on a vu, c'est les émissions de gaz à effet de serre, et θ, c'est l'impact financier, θ, des externalités environnementales psi. Voilà. Et puis enfin, on autorise également que les entreprises aient une vue différente des risques climatiques futurs et qu'elles puissent discounter leurs dividendes futurs avec une probabilité différente PC. Bon, c'est une forme de généralité. En réalité, pour avoir le message principal de ce papier, c'est pas bien grave. On peut complètement oublier ce point. Donc ça, c'est pour nos agents, leurs croyances hétérogènes. Maintenant, ces agents-là vont avoir des programmes d'optimisation différents. Enfin, évidemment, puis les investisseurs vont avoir un programme particulier, les entreprises vont avoir un programme particulier. Les investisseurs, c'est très standard. Ils vont en fait maximiser l'espérance de l'utilité sur leur richesse finale. Alors, j'ai une question qui vient de tomber que je lis en même temps. Pourquoi dans l'espérance de DT, il n'y a pas l'impact, il n'y a pas d'impact de CT et de PSIT? En fait, si vous avez raison, cet impact y est, mais il est à travers le D grand T, donc il n'apparaît pas ici. Vous ne le voyez pas, mais il apparaît bien. Donc il est dedans. Voilà. Donc les investisseurs simplement maximiser l'espérance d'utilité de leur richesse finale, W grand T, et en fait la dynamique de la richesse, elle est très standard. C'est ma richesse initiale, plus la somme entre 0 et aujourd'hui, ça c'est les quantités d'actifs détenus, multipliées par le changement de prix. Ça c'est l'évolution de la richesse dans les actifs risqués, évidemment. Et puis, alors les prix sont déterminés à l'équilibre par market clearing. Alors on va noter gamma star qui va être la version au risque globale, qui est cette moyenne harmonique des deux versions au risque. Et ce qu'on montre, c'est que alpha, en fait, cette espèce de chose-là, va être complètement égale à la proportion de richesse des investisseurs verts à l'état initial. Bon, ça, je vous le dis maintenant, mais ça va être utile tout à l'heure. Alpha, c'est la proportion de richesse des investisseurs verts à l'état initial. Donc, le programme des investisseurs est très standard. Il maximise l'espérance d'utilité de leur richesse finale. Le programme des entreprises, qu'est-ce qu'elles font? À l'instant initial, elles choisissent leur programme d'émission Psy-T de manière à maximiser leur valeur de marché future. Donc, vous voyez ici, sous l'espérance petit c, elles maximisent à l'instant initial la somme entre 0 et la date finale de leur valeur de marché qui est discountée ici. Et comme vous le voyez, leur valeur de marché, elle dépend de leurs émissions de gaz à effet de serre à chaque étape, donc Psi, mais aussi des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des autres entreprises. Donc en fait, on a un jeu qui intervient ici.
Et donc, leurs émissions optimales Psi-Star, ce sera l'équipe de Nash dans lequel chaque entreprise donc, détermine son Psi-Star de manière à ce que eh bien, son J, sachant les Psi optimaux de l'ensemble des autres entreprises, soit supérieur à l'ensemble des autres J avec tous les autres Psi. Voilà. C'est très standard, hein, c'est une équipe de Nash. Voilà, et en fait, c'en est tout pour le cadre initial. Donc là, je résume simplement le jeu. Et la première question qui se pose, c'est ben, finalement, c'est quels sont les prix à l'équilibre. Quels sont les rendements espérés à l'équilibre? Et du coup, comme vous le savez certainement, les rendements espérés pour l'investisseur, c'est le coût du capital pour l'entreprise. La réponse est ici. On trouve les prix à l'équilibre qui s'écrivent comme ça. Et en particulier, ce mu là intervient ici. Ce mu, il est intéressant parce qu'en fait, c'est aussi le rendement espéré. Je vais le montrer après, mais on peut autant le spoiler tout de suite. Ce mu, c'est le rendement espéré à l'équilibre. Et qu'est-ce qui vaut ce rendement espéré? Ben, il vaut quelque chose que l'on connaît déjà. En fait, une forme de CAPM, gamma star fois la covariance du rendement de l'actif en question avec le rendement du marché. On peut réécrire ça sous forme de KPM très standard. Mais il y a une nouvelle prime qui apparaît ici, qui est ce moins alpha θ. Donc ça, c'est la nouveauté d'un point de vue asset pricing. C'est ce qu'on appelle parfois la prime verte. Et donc, on montre que intervient une prime verte qui est égale à alpha θ. Cette prime verte va être positive pour les entreprises brunes. Rappelez-vous, les entreprises brunes ont un θ négatif. Donc, en fait, le rendement espéré va s'accroître pour les entreprises brunes, parce qu'en fait, les investisseurs verts vont réclamer un rendement espéré plus important pour détenir des entreprises qui sont exposées à un risque climatique plus important. Et il va être négatif pour les entreprises vertes qui auront un θ négatif, puisqu'en fait, les investisseurs verts vont être prêts à accepter un rendement espéré plus faible pour détenir des entreprises dont le risque climatique sera plus faible. Et cette prime va être proportionnelle à la proportion de richesse alpha des investisseurs verts. Voilà. Donc ce résultat fait écho à des résultats dans la littérature en asset pricing durable que vous avez peut-être vu, où on a un setup qui est un peu différent. On a un groupe d'investisseurs verts qui, en fait, ont des préférences pour acheter des actifs verts. Des préférences qu'on peut qualifier d'éthiques ou de non pécuniaires, par goût, par choix, par préférence, par éthique. Ils veulent acheter du vert. Donc, ce n'est pas des questions de risque. Et on montre qu'à l'équilibre, on a un effet similaire, une prime similaire qui intervient. Donc, en fait, de manière assez étonnante et intéressante, que ce soit pour des raisons de risque financier ou pour des raisons de préférence non pécuniaire, on arrive à cette prime verte qui intervient de la même façon sur les rendements espérés et qui vient accroître les rendements espérés des actifs bruns et décroître les rendements espérés des actifs verts. Qu'est-ce qui se passe à l'équilibre sur les parts d'actifs détenus par les investisseurs verts et standards? Eh bien, l'investisseur vert va se mettre à surpondérer les entreprises vertes qui ont un état positif, et donc sous-pondérer les entreprises brunes qui ont un état négatif. Et l'investisseur standard va devoir faire l'opposé, puisque le marché clear à l'équilibre. Donc il va devoir prendre la position opposée, mais pour le faire, il va demander une rémunération supplémentaire à travers cette prime. Voilà. Donc ça, c'est assez intuitif, assez standard. C'est un peu ce que je vous racontais ici. Donc je faisais ce slide. Bon, très bien pour les rendements espérés, mais ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les émissions de gaz à effet de serre à l'équilibre. Autrement dit, l'impact que les investisseurs peuvent avoir sur les pratiques des entreprises. Est-ce qu'ils peuvent faire baisser le psy? C'est la grande question. Alors, en fait, on montre que finalement le programme se simplifie énormément pour arriver à cette simple équation où on montre que les émissions optimales psy des entreprises sont la solution de la maximisation de cette équation-là. Voilà. Donc c'est l'argmax de ça. Euh, euh, ou bêta, en fait, alors oublions bêta C et θ C, je vous ai dit, ça ne va pas être très important pour le message principal. On peut considérer que l'entreprise n'a pas de vue particulière sur le risque climatique. Donc regardons que c'est psi plus alpha bêta θ. Et en fait, ce bêta-là, qu'est-ce que c'est? C'est un paramètre de temps qui va croître dans le temps, hein, puisque c'est petit t sur grand t. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le choix optimal, donc les émissions optimales d'entreprise, ça va être un trade-off entre le coût de baisser mes émissions de gaz à effet de serre, c'est coûteux de me verdir, mais le bénéfice que je vais avoir à me verdir, parce que je vais bénéficier d'un coût du capital plus faible. Donc en fait, voilà, est-ce que j'ai envie de payer aujourd'hui des frais de verdissement pour bénéficier d'une capacité de financement plus attractive à l'avenir? Voilà. Bon, alors si on spécifie analytiquement la fonction d'impact financier de risque climatique, donc ce fameux θ. Alors évidemment, il est décroissant, rappelez-vous, on dit qu'on peut dire qu'il est convexe et qu'il vaut kappa 0 moins kappa psi carré.
En faisant ça, on arrive à avoir une expression extrêmement simple et explicite de nos émissions optimales des entreprises. Qu'est-ce que ça vaut? À nouveau, considérant que kappa c ici vaut 0, il n'y a pas d'anticipation de risque climatique des entreprises. Il vaut simplement petit c sur alpha, bêta, kappa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben, ça veut dire qu'en fait, lorsqu'il est peu coûteux de se verdir, donc le coût marginal d'abattement petit c est faible, ben, je vais avoir envie de me verdir. Ben, c'est peu coûteux, donc je vais donc baisser mes émissions, baisser mon psi. Donc quand c est petit, ben, mon psi aura tendance à être petit. Bon, ça c'est intuitif. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il va y avoir des investisseurs verts, donc lorsque alpha sera non nul, si alpha vaut 10% par exemple, ou 20%, eh bien, ça va aussi venir baisser mon psi. Donc l'existence même d'investisseurs verts va réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises à travers le coût du capital augmenté des entreprises les plus polluantes. Cette menace pour les entreprises les plus polluantes. Et ça va aussi croître avec kappa. Et kappa, en fait, c'est la sensibilité au risque climatique. Vous voyez que si kappa est très élevé, à risque, à externalité environnementale constante, ça va induire une perte financière plus importante. Voilà. Ou un gain lorsque l'entreprise est verte. Et puis cet effet-là va s'accroître avec le temps puisque bêta va augmenter avec le temps. Donc, interprestation statique, mes émissions de gaz à effet de serre baissent avec le coût marginal d'abattement, mais augmentent avec l'existence d'investisseurs verts alpha et augmentent aussi avec la sensibilité au risque climatique, kappa. Et interprétation dynamique, donc ça c'est les bêtas, vous voyez les bêtas augmentent. Donc en fait, l'effet va être d'autant plus important, là je vous montre directement les simulations, l'effet va être d'autant plus important que l'on est dans le futur, que l'on est loin. Donc ça simplement le dessin de la trajectoire de Psi avec différentes parts d'investisseurs verts. Donc alpha égale 0,15, c'est 15% d'investisseurs verts. Jusqu'à alpha égale 50%, c'est la courbe verte, c'est 50% d'investisseurs verts. Et vous voyez que plus les investisseurs verts augmentent, plus la trajectoire d'émissions d'émissions de gaz à effet de serre va être faible et va être pentue négative, avec une pente négative importante. L'effet est similaire pour la sensibilité au risque climatique. Ce qu'on voit avec ces petites simulations assez modestes et avec une calibration, on a fait notre mieux évidemment, mais c'est quand même extrêmement hasardeux et compliqué de bien calibrer ce modèle-là. Avec ces simulations, on se rend compte qu'en fait, lorsqu'on a 25% d'actifs détenus par les investisseurs verts, ça fait baisser les émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 1% par an. Bon, c'est beaucoup trop faible, à nouveau, si on veut être si on veut être en ligne avec une trajectoire cohérente avec les accords de Paris. Voilà. Bon, je passe ces graphiques-là. Question suivante, que se passe-t-il si les investisseurs anticipent des innovations technologiques liées au climat? Ce qu'on montre, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Là, pour le coup, c'est vraiment de la statistique comparative. Simplement, on regarde de manière dynamique lorsque ce coût d'abattement baisse dans le temps, par exemple de 5% par an, et c'est consistant avec les travaux une autre étude qui estime l'effet du changement climatique sur les coûts marginaux d'abattement des entreprises à charbon aux US. Donc évidemment, on n'est pas forcément sur des coûts similaires, mais on a des ordres de grandeur qui sont quand même intéressants à apprendre. Donc si on prend une baisse des coûts marginaux d'abattement de 5% par an, on se rend compte en fait que les investisseurs vont d'autant plus investir sur des entreprises vertes, pas brunes, et d'autant plus désinvestir des entreprises brunes. Et ce faisant, ils vont accroître la pression sur le coût du capital des entreprises brunes et donc induire cette incitation au verdissement de l'ensemble des entreprises, puisqu'ils vont multiplier par 3,6 l'effet de verdissement des entreprises par rapport au cas où il n'y a pas d'anticipation d'innovation technologique climatique. Lorsque maintenant les investisseurs anticipent une réglementation environnementale future, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la sensibilité au risque climatique, donc ce CAPA, et on le fait de manière un peu cohérente avec une trajectoire de prix du carbone donc, qui augmente de l'ordre de 2% par an. À nouveau, ce sont des ordres de grandeur. On se rend compte que la baisse des émissions des entreprises est 2 fois plus importante. Donc en fait, lorsque les investisseurs anticipent une réglementation environnementale future, en plus du fait que les entreprises l'anticipent également et donc vont changer leurs pratiques à leur échelle, elles vont recevoir un effet de second ordre qui est la pression exercée par les investisseurs qui sera plus importante puisque également les investisseurs vont anticiper une réglementation climatique future. Et lorsque ils anticipent réglementation climatique et innovation technologique, là on a une baisse qui est 4 fois plus importante, de l'ordre de 4% par an pour 25% d'investisseurs verts. Voilà. Bon, ceci étant dit, là, normalement, vous allez me dire, oui, c'est très sympathique tout ça, mais il n'y a aucune interaction entre les entreprises. Là, ce que je vous ai montré, c'est qu'en fait, les entreprises ont ici un impact financier lié au climat qui est uniquement lié
à leur empreinte environnementale, à leur intensité carbone. Et ce à quoi je vous réponds, vous avez entièrement raison. C'est pour ça qu'on introduit des effets d'interaction. Alors, c'est un peu une extension si vous voulez, mais c'est intéressant de voir maintenant si les entreprises prennent en compte les empreintes environnementales des autres entreprises de l'économie, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles sont incitées à plus verdir ou moins se verdir? Bon, alors, on spécifie ici une fonction où, en fait, l'impact financier du risque climatique dépend exactement de leur empreinte environnementale, comme on a vu tout à l'heure, plus un terme d'interaction entre leur empreinte environnementale et l'empreinte environnementale moyenne de l'économie, multipliée par un facteur d'ici de sensibilité, epsilon. Mais quand on spécifie ça et qu'on résout ce jeu, on montre qu'à l'équilibre, les émissions optimales psi star, ici, bah, c'est les mêmes qu'avant, moins quelque chose. Et ce quelque chose-là, bah, il est écrit ici. Et si on considère que la sensibilité ici, elle vaut 1, dans un cas très basique, que la moyenne des intensités carbone de l'économie est de 100 tonnes de CO2 par million de dollars de revenus, et qu'on prend une entreprise qui est plutôt brune par rapport à l'économie, puisqu'elle est à 150, eh bien cet effet-là va être de 33 tonnes de CO2 par million de dollars de revenus, et donc en fait, va venir réduire les émissions optimales. Autrement dit, lorsque les entreprises euh, euh, lorsque les entreprises prennent en compte les émissions des autres entreprises de l'économie, eh bien, elles vont être incitées à d'autant plus réduire leur intensité carbone. Voilà. Donc l'effet d'interaction joue positivement, enfin, joue négativement sur les émissions de gaz à effet de serre, mais joue positivement sur l'environnement. Ça accroît la pression. OK. Question suivante, que se passe-t-il maintenant, et si on se met dans un cadre encore un peu plus réaliste, où les émissions de gaz à effet de serre sont, où les risques financiers liés aux émissions de gaz à effet de serre sont incertains et non gaussiens. Alors, pourquoi incertains et non gaussiens? Alors là, je cite un papier de Barnett, Brock et Hansen. Alors vous connaissez sans doute Lars Peter Hansen qui est prix Nobel d'économie. Ils ont écrit un article de finance, d'asset pricing climatique, de finance climat, un des premiers que je vous invite à lire, qui est très intéressant. Et donc je les cite. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, étant donné les preuves historiques à notre disposition, il est probable qu'il soit de plus en plus compliqué d'extrapoler les impacts climatiques à une échelle globale, à des niveaux auxquels de nombreuses économies, on arrive, en gros, des niveaux auxquels de nombreuses économies ne sont pas encore arrivées. Et donc, à la fois, des dynamiques plus riches et des alternatives où il y a des non-linéarités sont des caractéristiques essentielles et importantes au niveau des dommages que nous expérimenterons dans le futur, au niveau lié au changement climatique. Bon, mais ça, c'est une motivation très claire pour se dire qu'en fait, le risque financier climatique a intérêt à être modélisé comme incertain et non gaussien. Donc là, on prend le même modèle, mais on modifie un petit peu ce modèle-là en disant que finalement, ces dividendes futurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, plus la somme entre 0 et grand T, bah, de cet impact financier lié au climat, dn, où n en fait est un processus de Poisson avec intensité lambda. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'espérance de ce processus de Poisson, c'est petit t ici, pour n'importe quel lambda. Donc en fait, en français, ça veut dire qu'il y a t chocs qui interviennent en moyenne sur une période de longueur t. Voilà. Et donc en fait, ici, l'incertitude, elle est uniquement liée à lambda. Donc si j'ai un lambda qui est très élevé, ça veut dire que je vais avoir plein de tout petits chocs. Si j'ai un lambda qui est petit, je vais avoir peu de grands chocs. Ça généralise en fait notre modèle, puisque si vous faites tendre lambda vers l'infini, on arrive à l'intégrale de 0 à t de θ psi s qui intervient ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'équilibre? On va directement aller à l'essentiel. En fait, on a exactement la même conclusion, modulo un petit élément qui change. Ce petit élément, c'est ce y lambda ici. Il va venir modifier la prime verte. Comment est-ce qu'il la modifie? Eh bien, en fait, il va venir décroître la prime verte lorsqu'il y a de l'incertitude. Donc, en fait, lorsque lambda va, voilà, que je ne m'embrouille pas, lorsqu'il y aura de l'incertitude, plus il y aura d'incertitude, plus petit y va baisser. Donc, en fait, voilà, lorsque lambda va baisser, petit y va baisser. Et en fait, y, c'est la solution de cette équation unidimensionnelle. Donc, en fait, la prime verte va être plus faible lorsqu'il y aura de l'incertitude. Le mécanisme, c'est le suivant, c'est celui que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'en situation d'incertitude climatique, les investisseurs verts vont être moins enclins à tilter leur portefeuille vers du vert, puisqu'ils vont réduire leur pari vers les entreprises les plus vertes. Voilà. Et donc, en fait, ça va aussi modifier les allocations d'équilibre de la même manière. Voilà, ça, je vous passe ces histoires-là. Je vous passe ça aussi. Euh,
on en arrive à l'impact sur psi, c'est peut-être plus important, et je vous donne directement la conclusion. L'impact sur psi, c'est la même chose, on a exactement la même expression, sauf que intervient également ici un y étoile ici, qui est à nouveau la solution de cette équation-là, et qui joue de la même manière. Plus il y a d'incertitude, plus ce y étoile va baisser. Et en baissant, eh bien, il va donc réduire le dénominateur, pardon, et donc accroître, psi étoile, les émissions de gaz à effet de serre. Donc ce qu'on montre, c'est qu'à l'équilibre, en présence d'incertitude, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre vont être accrues, et ça, c'est lié au fait que les investisseurs verts vont décroître leur allocation vers les actifs verts liés à cette incertitude sur le risque climatique. Voilà. OK, donc là, lorsqu'on fait des simulations, on montre que plus l'impact baisse avec l'incertitude. Et la dernière question, qui est la question liée aux preuves empiriques, est-ce qu'on peut estimer cela et montrer que dans les données, on trouve des éléments de preuve selon lesquels l'impact s'accroît avec la proportion d'investisseurs verts, mais l'impact décroît avec l'incertitude? Eh bien, pour ce faire, on va tester cette équation-là. Bon, ça, c'est l'équation d'asset pricing. On peut la tester, mais elle a déjà été testée dans la littérature, donc on ne va pas le refaire deux fois. En revanche, ça, c'est nouveau. Donc, on prend ce psi, on prend un bêta C qui vaut 0, comme je vous l'ai dit, dans un cas simple. On prend un bêta à 1 an, donc bêta T à 1 an, bêta T à 1 an, il vaut 1. On prend donc T égale petit t égale grand T égale 1. Et on se retrouve avec une équation ici qui vaut donc C divisé par alpha kappa Y. Donc, on prend le log de tout ça et on a envie d'estimer ça. Pour estimer ça, il faut qu'on arrive à approximer alpha, alpha. Donc on le fait avec alpha tilde, qui va être un proxy d'alpha. On a envie d'approximer Y, qui est l'incertitude du risque climatique, qu'on va approximer avec Y tilde. On va mettre des contrôles X ici. On aura un effet fixe. Et puis on a notre bruit. Voilà. Et psi, ça va être l'intensité carbone, carbone des entreprises qu'on récupère dans S&P True Cost. Alors, comment est-ce qu'on approxime alpha étoile et Y étoile? Alpha étoile, c'est assez simple. On va prendre en fait la valeur de. On fait l'hypothèse implicite que les actifs sous gestion des fonds verts que l'on trouve sur Bloomberg, qui sont listés sur Bloomberg et qui sont flagués comme verts, cet actif sous gestion, sa croissance est corrélée à la croissance des actifs sous gestion des fonds verts, des investisseurs verts en général. Donc en fait, la dynamique des fonds verts qu'on observe est proche de la dynamique des fonds verts des investisseurs verts dans l'économie. Donc sous cette hypothèse qui est cohérente, qui n'est pas farfelue, eh bien, on approxime alpha comme alpha tilde, qui est en fait les actifs sous gestion des fonds verts, et en particulier de la poche US de ces fonds verts, divisé par la market cap US. Et on le fait à l'échelle trimestrielle. C'est pour ça qu'on a un petit Q. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est assez... c'est pas très compliqué. Puis alors, on a ce Y tilde. Alors, c'est pas évident quand même d'approximer la perception de l'impact financier du risque climatique par les investisseurs. Donc, qu'est-ce qu'on propose de faire? Et à nouveau, on ne clame pas du tout que c'est parfait, mais en tout cas, c'est une manière de le faire. On dit, voilà, pour approximer cette incertitude liée au risque climatique des investisseurs verts, on va regarder tous les fonds verts, on va regarder ce que détiennent tous ces fonds verts, et on va comparer la détention d'actifs de ces fonds verts entre eux. Et si un actif est détenu de manière très différente parmi tous les fonds verts, on peut considérer qu'il y a une incertitude climatique liée à cet actif. Si un actif est détenu de manière assez homogène, assez semblable par les fonds verts, on peut considérer qu'il y a moins d'incertitude sur le risque futur climatique de cet actif-là. Et donc, comment on traduit analytiquement? En fait, on regarde l'écart type de l'actif I au trimestre Q dans tous les fonds verts. Donc, ici, on a de mémoire, je crois, 400, quelque chose comme ça, 348. Donc, on regarde l'écart type de la proportion de l'actif I dans les 348 fonds au trimestre Q, qu'on normalise évidemment par la moyenne de cette proportion. Et puis on en fait donc la somme sur tous les actifs. Donc on veut savoir s'il y a beaucoup d'incertitudes à une période donnée, quoi, donc à un trimestre donné sur tous les actifs. Donc on en fait la moyenne, ici. Et puis ensuite, on fait la moyenne sur l'année, puisqu'en fait, on fait une estimation à l'échelle annuelle. Voilà. Donc ça, c'est notre petit UT. Et en fait, rappelez-vous, nous, on a envie qu'en fait, lorsque l'incertitude augmente, on ait un Y qui diminue de mémoire. C'est ça. Voilà, donc on va prendre moins U.
qu'on va normaliser par ce facteur-là, plus 0,5, pour que ce soit entre 0 et 1, comme le Y. Donc on a ce Y tilde qui est en fait un proxy, donc qui est un proxy de l'incertitude du risque, de l'impact financier, je vais le dire différemment, qui est un proxy de l'incertitude du risque climatique financier à l'avenir, et qui décroît avec le risque, avec l'incertitude, voilà, et qui est entre 0 et 1. Bon, je vous passe ça pour vous montrer un peu la dynamique. On a différents contrôles. Un contrôle qui est lié à la rigueur des politiques environnementales aux US, un contrôle qui est lié au financement de la R&D aux US, un contrôle qui est lié au PIB US, et puis aussi un contrôle, alors le dernier, il est à l'échelle des entreprises. C'est en fait une variable binaire qui vaut 0 ou 1 en fonction de chaque actif, en fonction de si l'entreprise concernée a été, euh, la cible d'un engagement actionnarial climatique. Puisqu'en fait, les entreprises peuvent se verdir pour des raisons autres que l'investissement vert, en particulier si on soumet des réglementations, on soumet des résolutions climatiques en assemblée générale. Donc ça, on veut le contrôler également. Voilà, et donc ça, c'est le résultat de l'estimation. On a ici donc alpha tilde qui va venir être significatif et négatif. Donc, attendez, que je vois quelque chose. Voilà, donc lorsque alpha augmente, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre vont se mettre à décroître. Et lorsque Y augmente, on va aussi avoir les émissions de gaz à effet de serre qui vont se mettre à décroître. Et ça, c'est significatif avec pas mal de tests de contrôle, des FX firmes, etc. Voilà. Bon, alors, c'est une partie qui n'a pas été mise dans le papier in fine. Dans la version finale de l'application, la partie empirique n'a pas été mise. On nous a demandé de mettre que la partie théorique. Mais dans le papier de working paper, on a bien la partie empirique. Et donc, en conclusion, si on prend ces chiffres-là, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, en fait, cette phrase-là va traduire cet effet-là. Cette phrase-là nous dit qu'en fait, lorsqu'on double le alpha tilde, donc lorsque la proportion d'investisseurs verts double, eh bien, les intensités carbone vont baisser de 5% sur une année. Et donc ça, c'est très faible. En tout cas, c'est beaucoup trop faible pour être aligné avec une trajectoire en accord avec les accords de Paris. Et comme je vous l'ai dit en introduction, lorsque l'incertitude sur les risques climatiques double, eh bien, l'intensité carbone va croître de 6%, 6 à 7%. Voilà. À nouveau, ce sont des ordres de grandeur. En conclusion, les principales conclusions à tirer de cette étude, elles sont les suivantes. L'impact croît avec la proportion de richesse des investisseurs verts. Donc ça souligne l'importance du développement de la finance verte en général, de la prise de conscience par les agents, les parties prenantes, et en particulier les investisseurs, notamment retail, la capacité à offrir des actifs verts, des supports verts, etc. L'impact croît aussi avec l'exigence, avec la sensibilité des investisseurs verts aux risques climatiques. Et ça se traduit notamment sur les émissions de long terme. Donc ça pousse au développement de frameworks, de taxonomie, de labels. Alors maintenant, on y est. Hein. Ces conclusions ont été écrites un peu avant, mais maintenant, on y est. En tout cas, on y est en Europe. Il y a quand même beaucoup de zones dans le monde où on n'y est pas du tout. Et ceci pour permettre aux investisseurs de discriminer de manière assez claire entre ce qui est vert et ce qui n'est pas vert, pour être beaucoup plus sélectif dans leur allocation d'actifs. L'impact croît aussi avec l'exigence pardon, pas l'exigence, mais la rigueur des réglementations climatiques futures et la capacité d'innovation climatique future. Donc ça souligne l'importance des autorités publiques à envoyer des signaux clairs et à mettre en place des réglementations claires et ambitieuses sur le plan environnemental, mais aussi à soutenir la R&D, donc à soutenir la R&D de manière à ce que les investisseurs aussi puissent internaliser dans leurs décisions d'investissement. Et enfin, dernier point conceptuel, c'est que cet impact baisse avec l'incertitude sur le risque climatique futur, comme je vous l'ai dit, puisque ça permet ça empêche les investisseurs verts de skewer leur portefeuille vers les actifs verts. Et donc, en fait, ça souligne le besoin crucial de plus de transparence de la part des entreprises sur le risque environnemental futur. Le dernier point qui est plus quantitatif, c'est qu'en fait, lorsqu'on a une baisse de 5% des émissions de gaz à effet de serre sur un an
à condition que la part d'investisseurs verts double, on se rend compte qu'on est loin du compte. Et donc, probablement, la conclusion principale de ce papier est une conclusion qui est implicite, elle est indirecte. Les investisseurs devraient certainement opter pour des stratégies d'impact plus efficaces que le verdissement de leur portefeuille, en combinant eh bien, le soutien à des entreprises en transition, mais aussi l'engagement actionnarial qui est absolument complémentaire de l'investissement vert. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je me tiens à votre disposition pour toute question que vous auriez. Merci beaucoup, David. Moi, j'avais une petite question, mais enfin, ça n'apparaît pas trop dans les slides, mais je crois que vous faites des hypothèses simplificatrices sur certains paramètres. Euh, le- les investisseurs ont la même aversion au risque, je crois, et puis les coefficients d'externalité aussi sont égaux. Est-ce que ça change beaucoup les résultats si on change ces hypothèses ou pas du tout? Bonne question. En fait, on l'a fait par simplification parce qu'en fait, on arrive à des conclusions complètement similaires. En fait, typiquement, pour la version au risque, c'est une version au risque moyenne qui va intervenir. Donc là, D'accord, en l'occurrence, vous avez deux investisseurs, un vert et un brun, ou une verte et un brun, peu importe. Et donc, en fait, on a bien deux aversions au risque différentes qui sont moyennées ici. Mais pour le θ, on aurait des conclusions tout à fait similaires avec des θ moyens qui joueraient. entendu. Merci. Je vous en prie. D'autres questions Enfin, merci beaucoup à David d'être intervenu une nouvelle fois. Je vous remercie aussi à tous ceux qui ont posé des questions et qui ont assisté à ce webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Voilà, merci à tous. Merci. Merci à vous de votre invitation et attention.